Bonjour à tous. L'épidémie de la Covid-19 recule en France, reste néanmoins encore 10 départements classés orange, c'est-à-dire sous vigilance, parmi eux l'Île-de-France. Mais comme partout, la situation s'améliore. De plus de 13 200 hospitalisations comptabilisées au plus fort de la crise, la région en compte désormais près de 5 200. Même constat pour les patients admis en réanimation, plus de 2 600 dans la première quinzaine d'avril. Mercredi 10 juin, il n'était plus que 430. Un lent retour à la normale est désormais amorcé. Qu'en est-il des hôpitaux frappés de plein fouet par l'épidémie? On fait le point avec le docteur Édouard Deveau. Il est infectiologue ici à l'hôpital de Pontoise. Bonjour. Alors vous êtes, pour vous présenter, donc infectiologue, responsable du service des pathologies infectieuses ici à l'hôpital de Pontoise, et vous avez eu en charge la gestion du Covid au sein de l'établissement. Où en est la situation aujourd'hui ? Ici aujourd'hui, dans l'hôpital de Pontoise et globalement dans tout le groupement hospitalier de territoire qui regroupe 7 établissements, on est à la fin de la gestion épidémique, c'est-à-dire que le pic, ce fameux pic, cette vague qu'on a attendue, qu'on a redoutée, qu'on a affrontée au fur et à mesure, est passé. Et maintenant, on est dans une gestion de la maladie Covid au quotidien avec quelques cas sporadiques qui arrivent, qui se présentent comme ça aux urgences, sur lequel on est bien rodé et qu'on a mis et qu'on intègre dans un dispositif de beaucoup plus petite taille, beaucoup plus conventionnel, puisque maintenant les rares cas de maladie Covid sont hospitalisés au sein de l'unité de pathologie infectieuse. L'établissement a eu un rôle central dans la gestion de la crise. Vous avez fait partie des 4 hôpitaux franciliens dits de deuxième ligne. Votre rôle, c'était de relayer les hôpitaux dits de première ligne. Est-ce qu'on peut revenir sur le dispositif qui a été mis en place ici à l'hôpital de Pontoise ? C'est un dispositif déjà qui a été largement anticipé. Parce qu'on a été alerté, nous, dès le 8 décembre, en fait, quand on a commencé à avoir vent de ce qui se passait en Chine, et on a commencé à s'organiser dès le début février. Et donc ça a consisté en des cellules de crise. Au fur et à mesure que la vague approchait, les cellules de crise sont devenues quotidiennes. Et on s'est organisé pour pouvoir accueillir les malades dans des conditions de sécurité maximales et sur un ordonnancement très particulier, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait une unité qui trie les malades, au sens qui analyse quels sont leurs états cliniques à l'intérieur de la pathologie, parce que beaucoup sont destinés à la prise en charge ambulatoire, certains sont destinés à la prise en charge dans des unités conventionnelles. Certains sont entre deux lignes, on ne sait pas s'ils vont aller dans les unités conventionnelles ou aller en réanimation, et donc il a fallu ordonnancer l'hôpital au regard chaque jour, parce que l'intensité de l'épidémie a évolué chaque jour. Tous les jours, il a fallu se dire de combien de lits pour quel patient on va avoir besoin. Donc cette cellule de crise quotidienne a été l'organe central qui a permis justement de faciliter toute cette prise en charge de façon assez claire et lisible de tout le monde. Vous avez clairement poussé les murs. Ah, complètement. On a poussé les murs, c'est-à-dire qu'un bon nombre d'activités traditionnelles de l'hôpital n'ont plus eu à être réalisées parce que les malades ne se présentaient plus, parce que, en plus, a fortiori, après, on a confiné les gens. Et donc, un certain nombre de services se retrouvaient avec des lits vides. Et donc, on a, si vous voulez, on a investi des unités qui avaient une activité qui était autre que les maladies infectieuses et notamment la Covid. Et on a pu mettre en place chaque fois des unités nouvelles qui accueillaient ces malades qui avaient besoin d'une prise en charge hospitalière de la Covid. Alors vous parliez du tri tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe après le tri ? Il y a donc l'hospitalisation pour les patients qu'on doit garder, mais pour les cas les moins sérieux et donc pour les cas les plus graves, la réanimation, c'est ça, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Exactement. Alors le tri, c'est une salle d'observation où on a des malades qui arrivent avec un symptôme. Donc on les gardait, on va dire 24 heures dans une unité où ils bénéficiaient d'un diagnostic biologique, ce fameux test RT-PCR. Et pendant qu'ils étaient dans cette unité qu'on avait dit de tri, en fait, c'était pour déterminer où est-ce qu'ils allaient aller après. Soit ils étaient effectivement victimes d'une maladie Covid, et dans ce cas, on les orientait dans les unités Covid, où il n'y avait que des malades qui étaient pris en charge pour cette maladie. Et on a monté jusqu'à 2 unités complètes de médecine, c'est-à-dire qu'on avait 60 lits de malades Covid, avec un turnover important, qui a géré jusqu'à 600 malades pendant cette période. Et puis, pour certains, soit dès la phase d'orientation, soit alors qu'ils étaient déjà dans les unités Covid,
il y avait une dégradation clinique importante et cette fameuse période entre le 7 et le 10e jour où les malades étaient victimes de ce que nous on a appelé techniquement un orage cytokinique, c'est-à-dire c'est une explosion de la maladie qui n'est pas tant due d'ailleurs au virus. Le virus c'est la gâchette qui déclenche ça, mais c'est surtout une réponse complètement exagérée du système immunitaire de l'individu. Et du coup, ça provoque une espèce de grosse altération du système ventilatoire pulmonaire, et ces malades ont besoin d'une assistance ventilatoire mécanique. Alors parfois, c'est pas forcément jusqu'à l'intubation, on leur donnait des machines qui leur injectaient à forte pression des hauts débits d'oxygène, et donc ils partaient en réanimation qui, elle également, a grandi et a repoussé les murs tels qu'on ne l'a jamais vu, parce qu'on est passé d'une unité où on avait 18 lits de réanimation lourde plus 10 lits de soins continus, on est monté jusqu'à 50 lits de réanimation. Et ça, techniquement, c'est une vraie prouesse. Exactement. Vous avez tout à fait mis le bon mot, c'est une prouesse. Et c'est d'autant plus une prouesse que dans l'inconscient collectif, on pense que l'hôpital public est une structure lourde, inertique, qui a du mal à s'adapter. Or là, l'hôpital a fait sa démonstration qu'il est complètement adaptable et très rapidement adaptable surtout. D'autant plus qu'on ne connaissait pas exactement la façon dont il fallait adapter la finesse des soins au tout début de la maladie, et donc on ne savait pas qu'on allait partir sur des périodes de réanimation extrêmement longues par rapport à d'habitude, qui ont été parfois des périodes de 40, 50, même 60 jours. Finalement, vous avez aussi appris un petit peu à dompter la maladie pour justement adapter cette prise en charge? Complètement. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'on part justement d'un inconnu. Alors, ce n'est pas un inconnu complet, c'est un virus. Il fait partie de la famille des coronavirus. On sait que c'est un bêta-coronavirus. On a séquencé complètement son gène, mais très rapidement. Et par contre, la présentation de la pathologie est assez curieuse et on ne la connaît pas. Couramment, ici, on ne la connaît pas. Là, pour la première fois, les hôpitaux comme ça de niveau 2 ont eu affaire à un fort assaut de ce genre de virus qu'on ne connaît pas bien. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a construit la connaissance dans l'urgence. Et ça, c'est un phénomène complètement nouveau. Tous les jours, il y a des tonnes d'articles, d'observations. Les gens ont participé à des conférences, des visioconférences entre infectiologues, entre pneumologues, entre réanimateurs. Et donc cette mise en commun des connaissances a permis d'acquérir la technicité, le savoir pour affronter le virus et pour chaque jour avoir des comportements thérapeutiques beaucoup plus adaptés. Alors justement, on revient un petit peu sur ce dispositif, cette prise en charge. Vous avez pu compter aussi sur le soutien des hôpitaux alentours qui dépendent aussi du groupement? Bien sûr, ils ont été un maillon complètement indispensable de la chaîne du soin dans cette crise sanitaire. Et on a la chance sur le groupement hospitalier de territoire Novo d'avoir des établissements qui sont complémentaires. Et donc chacun a pris sa part du travail qu'il y avait à faire à des moments parfois différents de la prise en charge des malades. On va donner l'exemple du centre hospitalier d'Aincourt. C'est avec la concertation très rapide, dès le début de la crise, avec notamment le pneumologue qui travaille là-bas, qui a travaillé aussi ici. Donc vous voyez, il y a une connaissance parfaite des médecins entre eux, qu'on a imaginé que tous ces malades qu'on allait prendre en charge dans les services de soins aigus allaient avoir besoin d'une période de réadaptation. Parce qu'on a rapidement observé que l'atteinte en fait, du virus engendrait des troubles qui laissaient des séquelles. Pas forcément des séquelles permanentes, mais en tout cas qui n'étaient pas réinsérables tout de suite. Il faut réapprendre certaines choses. Voilà, exactement. Et donc, compte tenu de l'expertise des collègues d'Aincourt et de l'importance du plateau technique, on a monté ce dispositif assez rapidement et on s'est organisé dans une complémentarité sur le territoire. Combien de patients à peu près ont été pris en charge finalement au total? On a fait sur le circuit ambulatoire, parce que la majeure partie des malades, des victimes de ce virus,
sont venus et on leur a dit bah non, en fait, votre atteinte est légère, vous pouvez tout à fait gérer ça à la maison. Heureusement. Heureusement, et c'est la majeure partie des cas, c'est ça, hein, ça a été le cas. Et donc le pool de malades ambulatoires est de 2231. Dans les unités Covid, on a pris en charge 594 malades, donc sur des séjours plus ou moins longs, mais avec une durée moyenne de séjour qui a été autour de la semaine, on va dire, entre 6 et 7 jours. Et puis on a eu à peu près 150 malades en réanimation. Et il y a eu un incroyable élan de solidarité en fait à travers cette crise. Beaucoup de témoignages de soutien aussi. J'imagine que c'est important dans ce genre de situation pour le personnel. Comment ça a été accueilli ? Forcément positivement, hein. Je pense que les gens aussi ont eu peur. Ils ont eu peur ensemble et donc quelque part ils se sont rassurés ensemble. C'est-à-dire que les soignants ont probablement été ceux qui donnaient l'espoir aux gens. Et donc les remerciements, ça a été cet espoir donné et ce sentiment de sécurité. Et les soignants ont été contents de donner ça parce que c'est l'essence de leur métier. Aller vers les gens, soigner. En tant qu'infectiologue familier des dangers potentiels, est-ce que vous vous attendiez un jour à être confronté à une épidémie, une pandémie de cette ampleur ? Oui. On savait et on sait que ça reviendra. Alors, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais les pandémies, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Hein. Vous remontez aussi loin que l'histoire va, vous allez trouver tous ces épisodes où le monde a été abîmé par des pandémies, la peste noire par exemple, et puis là on a le coronavirus. Bon, c'est une pandémie qui a fait peur, c'est la première pandémie de la mondialisation. C'est la première pandémie véritable de l'ère Internet. C'est important, je pense, parce que Internet, c'est quelque part le marché dérégulé de l'information. Et donc, vous trouvez sur Internet des croyances, des connaissances qui circulent au même titre les unes que les autres. Et on a du mal aujourd'hui à faire le distinguo entre une croyance et une connaissance. Et donc, vous voyez à quoi ça mène. Hein. Ça mène à toutes ces polémiques, l'hydroxychloroquine, le virus a telle propriété. Alors, on dit aujourd'hui le coronavirus ne subira pas l'été. Alors, on le dit avec une certitude qui me fait dire à moi, mais d'où est-ce qu'on sort une telle connaissance ? Et en fait, ce n'est pas une connaissance, c'est à un moment des gens qui ont avancé des arguments qui sont tout à fait plausibles et on en a fait d'emblée une croyance, vous voyez ? Donc c'est compliqué. Un mois après le début du déconfinement, est-ce qu'on doit s'attendre, comme on l'entend, à une deuxième vague ? Alors, si vous l'entendez au sens de la première, je ne pense pas. Et tant mieux. Et tant mieux. Par contre, le virus n'est pas mort, on ne l'a pas tué, on n'a pas trouvé un vaccin qui va permettre de rendre la population humaine totalement insensible au virus, et donc il continuera d'évoluer ce virus. Donc il va circuler. Alors la question qu'il faut se poser, c'est à quelle hauteur le virus va continuer de circuler en France, parce qu'on s'intéresse à la France, mais globalement, à quelle hauteur il va continuer de circuler dans le monde. Cette crise sanitaire est survenue après, voire pendant la gronde des soignants. Est-ce que vous pensez enfin que grâce à la Covid-19, vous allez enfin pouvoir être entendu ? Effectivement, c'est un révélateur. Il a mis en évidence beaucoup de choses, ce coronavirus, y compris dans la société elle-même, en dehors du milieu des soignants. Je pense qu'avant la crise du coronavirus, les soignants avaient une sensation d'abandon. Abandon de la nation entière, pas que des pouvoirs publics. Hein. Les hôpitaux ne sont pas rénovés, sont parfois des bâtisses où il y a des locaux qui sont assez délabrés, et ça fait partie de ce sentiment d'abandon, des multiples demandes qui ne sont pas forcément satisfaites, et donc petit à petit il y a une dégradation, et les gens qui y travaillent avaient en quelque sorte perdu le sens de leur investissement professionnel. Parce que quand vous déterminez comme médecin, comme infirmière, comme aide-soignante, c'est un métier quand même particulier, c'est un métier très humain, on va au contact des autres, et il y a un engagement fort, à la fois fort dans le sens du métier et puis sur le plan émotionnel.
Et donc il y a besoin, pour les soignants, il y a besoin quand même d'une reconnaissance, et c'est peut-être cette reconnaissance qui a manqué. Donc là forcément, vous avez un élan de reconnaissance absolument incroyable, donc les soignants sont revigorés. Maintenant, c'est pas suffisant, j'imagine. Ça n'est absolument pas suffisant, et ça peut même être dangereux parce que si tout retombe comme ça, il va y avoir une forme de dépression qui va s'installer, puis une colère. Forcément, une colère qui pourrait être beaucoup plus ample que celle qu'elle a été dans les mois d'avant. Donc moi, je pense qu'il faut faire assez attention à la période qui va venir, notamment, et ça c'est un message pour les pouvoirs publics, je pense qu'il faut agir vite, mais il faut agir en profondeur. Il ne faut pas... vous voyez, moi, la prime, bon, très bien, c'est une forme de reconnaissance, mais ce n'est pas le fond du problème. Les soignants, ce n'est pas forcément de l'argent qu'ils demandent, même si l'argent est ou en tout cas le manque d'argent, un facteur de démotivation, parce que manque de reconnaissance, mais c'est vraiment la reconnaissance qu'il faut investir dans l'hôpital. Des moyens surtout. Exactement, il faut des moyens. Il faut qu'on puisse travailler dans des endroits qui sont dignes d'accueillir des malades. Et il faut que l'hôpital puisse investir dans les nouvelles technologies. Parce que si vous voulez que les gens viennent s'occuper du soin à l'intérieur de l'hôpital, il faut leur donner les outils qui sont les plus adaptés aux technologies d'aujourd'hui. Est-ce que les quelques annonces qui ont été faites pendant la crise par le gouvernement vous rassurent? Vous considérez ça comme un bon début? Comment est-ce que vous percevez ça? Pour me rassurer, il faut que j'ai le sentiment effectivement, en tout cas, on ait compris et entendu les besoins de changement en profondeur. Alors, chaque fois qu'on va me donner une mesurette ou une mesure que je trouve superficielle, ça aurait tendance à ne pas me rassurer, si vous voulez. Donc, je préfère une bonne vague de fond, qui n'arrivera pas tout de suite, mais j'aimerais avoir la certitude qu'on ait compris les enjeux. S'il y avait une mesure, quelque chose à mettre en place immédiatement, ce serait quoi selon vous? Alors ça va peut-être paraître bizarre, mais de mon point de vue, ce sont les modes de financement de l'hôpital. Un des éléments qui me parle le plus, moi, c'est, alors vous allez dire que je radote et je reviens sur le sujet, mais c'est le bâti. C'est-à-dire que j'aimerais que les médecins, les soignants, les malades qui viennent à l'intérieur de l'hôpital ne soient pas les éléments moteurs de la reconstruction d'un bâtiment. Parce que si vous voulez, si on compte dans le budget du soin le bâti de l'hôpital, c'est compliqué parce que ça vaut très cher de reconstruire un bâtiment. Donc moi j'aimerais qu'on sépare ces considérations financières de l'investissement des projets médicaux, qui là relève d'une gestion responsable. Alors vous dites que l'hôpital a surmonté ou a réussi le crash test. Est-ce que vous craignez du coup, ce que vous me disiez, l'effet inverse, de dire il n'y a pas finalement besoin de plus de moyens, puisque finalement on voit bien que dans une situation exceptionnelle, l'hôpital s'est adapté? C'est un risque, on peut dire effectivement. Alors le crash test, c'est un mot emprunté à Jean-François Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique qui a participé à la gestion de la crise. Mais effectivement, on pourrait se dire, voilà, l'hôpital qui était dans sa lourdeur administrative, qui était dans son organisation inertielle, avait besoin de moyens. On aurait pu avoir une démonstration plus criante du manque de moyens. Effectivement, là, le crash test est totalement franchi. Et donc, l'hôpital a-t-il besoin de choses supplémentaires? C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. En tout cas, si je vous en comprends, il faut absolument un après-Covid. Il faut un après-Covid. Il faut qu'on prenne conscience de l'extrême adaptabilité de l'hôpital, de la plasticité qu'on ne lui attribuait pas et de l'extraordinaire motivation corps et âme des soignants qui y travaillent. Ce sera le mot de la fin. Merci Dr Deveau. Je rappelle que vous êtes donc infectiologue, responsable du service des pathologies infectieuses ici à l'hôpital de Pontoise. Vous avez eu en charge la gestion du Covid. Merci. À bientôt sur Via Grand Paris.